Cette année, nous avons pu réaliser l'un de nos rêves. Une partie en 40 000 points, 2 immenses armées peintes à l'unisson par des joueurs qui ne se connaissaient pas, et un champ de bataille de 50 mètres carrés qui a dû être fait en un mois. Une aventure collective, avec ses éclats de rire, ses nuits blanches, ses doutes aussi, mais surtout ce sentiment unique après la partie. Alors en cette fin d'année, j'ai envie de rêver à nouveau avec vous. 24 jours, 24 projets de bataille démesurés. Peut-être les prochaines que nous vivrons ensemble. Ouais, on va parler des Necrons aujourd'hui. On va parler des Necrons. Évidemment, on ne pouvait pas y couper, vous vous doutez bien, dans cette série de vidéos qui a pour but de vous présenter 24 projets de Warhammer 40 000 en 40 000 points, les événements qu'on entend bien conduire désormais chaque année, si toutefois vous voulez bien nous accompagner dans cette aventure. Eh bien, c'était impossible de ne pas évoquer les Necrons. En effet, pendant la préparation du premier Champagne Ardenne Troopers, souvent, l'idée m'est venue, alors que la préparation et la peinture pouvaient être fastidieuses côté garde, pour un tout premier événement de cet ordre, l'idée m'est venue de me dire « Que n'ai-je pas choisi les Necrons ?» Pour commencer, voilà, léger, tout en souplesse, les Necrons, bordel. Ça se peint tout seul. A priori, combien ça aurait été finalement plus simple que, surtout pour une première édition, par rapport au fait de se lancer avec de la garde impériale, beaucoup plus exigeante, d'ores et déjà. Mais, bon, qui peut le plus, peut le moins, a priori, et je fais confiance entièrement à 25 autres joueurs motivés pour peindre une armée Necron de 40 000 points. Précédemment, 25 autres ont réussi à le faire pour de la garde impériale, quand même. Bon, alors, ça ne peut pas se refuser. Une légion entière de guerriers Necrons, comme ça, en ordre de bataille, c'est aussi simple à réaliser que spectaculaire. Évidemment qu'on allait en passer par là. En revanche, vous allez voir que le thème est moins simple, en vérité, comment dirais-je, il y a beaucoup de choix à opérer qui sont pas si évidents que ça. Dès que je me plonge dedans, je m'étais dit aujourd'hui, petit épisode rapide, on va faire le truc le plus cliché, une attaque dans une nécropole Necron, guerre souterraine, les canoptèques en premier lieu, tout ce qui est un peu scarabée mécanique, tout ça, qui s'éveille, puis la légion pleine et entière qui, à son tour, se dresse. Évidemment, c'est pas une mauvaise idée en soi, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr. En général, j'arbitre de la manière suivante. Quand on pense à un thème glorieux pour une inspiration comme celle-ci ou pour une armée, il faut toujours partir sur le plus simple. Il y a une bonne raison pour laquelle les clichés comme ça sont des clichés en fait. Toujours. Donc, il faut partir sur le premier mot-clé qui vient à l'esprit quand j'évoque une bataille épique de 40 000 points avec des Necrons. Et c'est vrai que souvent, le truc le plus récurrent, c'est les Necrons sont en défenseur, leur monde nécropole est attaqué, des explorateurs imprudents ou des technoprêtres avides de connaissances ou que sais-je, on fait une boulette. Et résultat, c'est tout un monde qui s'éveille et puis, voilà, synonyme de mort pour le système solaire alentour. Ok. Mais en vérité, ce sujet, c'est un trou du lapin. J'ai fait l'erreur d'un peu trop m'appesantir sur certaines reliques comme celle-ci, qui sont une source d'inspiration infinie en vérité. Et je vais divaguer plus que d'habitude dans cet épisode-là, je vous préviens, vraiment. J'ai pas de complexe à avoir. Quelqu'un qui se prétend passionné par Warhammer 40 000 et qui ne divague jamais au sujet de ce jeu ne mérite pas d'être appelé passionné. Oui, non, moi j'ai pas de complexe à gatekeeper quand il le faut. Hein. Un petit panorama déjà de vision d'ensemble, juste pour avoir un avant-goût de ce à quoi le décor pourrait ressembler. Des visions parmi tant d'autres. Mais voilà, on se met dans l'ambiance, gentiment. Aucune de celles-ci peut être refusée, on est bien d'accord. C'est absolument somptueux. Bon, on va déblayer un petit peu le terrain. Légion Necron, qu'est-ce qu'on attend ? On sait que, côté avantage, on a un schéma simple
et on veut l'un des schémas emblématiques. Ça, à mon avis, c'est non négociable. C'est-à-dire tout métallique ou tout bronze, ce qui correspond aux dynasties Sotek ou Sarkhan par ailleurs. Ça n'empêche pas de sortir du carcan des dynasties officielles, mais le guerrier Nécron, là, qui illustre un petit peu là, ce concept, est parfaitement représentatif. Guerrier Nécron métal, à la rigueur bronze, les Sarkhan aussi, c'est quand même magnifique, et puis ça reste un peu dans le cliché du Nécron, on est bien. À mon avis, on est dans du non négociable à ce niveau-là. Par ailleurs, on sait qu'on aura aussi à disposition l'infanterie la plus simple à peindre de toutes les armées du jeu pour un projet en 40 000 points. Par contre, attention, les véhicules peuvent être nettement plus délicats. Ça peut être trompeur. Très clairement, si, comme on a pu le voir là dans le panorama d'artwork au début, envie de ranger et de ranger de monolithes Nécron comme ça, qui constituent autant des unités jouables qu'un décor, en fait, quand ils sont dans leur position comme ça, sur leur piédestal, bon. Ils ont intérêt à être homogènes. Et oui, on veut un rendu vraiment harmonieux à l'échelle des 40 000 points d'armée. Donc ça, les véhicules peuvent être piégeux, un peu quel que soit le schéma choisi, il va falloir bien se méfier de ce truc-là. Mais enfin, quel soulagement quand même pour l'infanterie. Je pense qu'on va même accentuer encore ce côté-là en choisissant délibérément un soclage très simple, peut-être même un beau sable, naturellement. Belle granulométrie, variété de couleurs dans les grains de sable. On va se contenter de saupoudrer ça sur les socles, tranquillement, sans peinture, sans rien. J'ai déjà fait des expériences à ce sujet. C'est un bien meilleur rendu qu'on pourrait le croire de prime abord. Donc vraiment, encore un soulagement pour tout ce qui est de peindre tous ces Nécrons. D'autant plus qu'on a nos petites exigences. Je pense pas qu'il y ait une seule voix dissonante parmi vous quand je dis qu'on veut d'innombrables guerriers Nécrons de base, surplombés par d'imposants monolithes et autres véhicules. Nécrons, pourquoi pas, mais ça doit vraiment être le cœur de l'armée. Des rangs et des rangs et des rangs d'infanterie comme ça, de guerriers Nécrons simples. Il est même possible qu'on aille jusqu'à interdire les alternatives aux fusils Gauss de base, là. Oui, mais pourquoi ? Au nom de l'homogénéité et de ce sentiment, à mon avis, qui sera irremplaçable d'avoir tant et tant de guerriers Nécrons parfaitement identiques sur 40 000 points d'armée, ça s'annonce glorieux. Donc peut-être que la carabine à double canon, là, ou je ne sais pas quoi, l'autre arme alternative Gauss, on fera l'impasse dessus. Ouais, c'est à ce niveau-là. Bon. On peut, par contre, évidemment, saupoudrer tout ça d'autres unités, mais avec parcimonie. Avec parcimonie. Faut pas que ce soit un carnaval dément côté Nécron, avec tellement d'unités. Il y en a tant aujourd'hui de disponibles en vérité. Oserais-je dire presque trop ? Non, faut pas exagérer. On opère ses choix, c'est tout. On les prend pas toutes. Mais on veut éviter, en tout cas, absolument. Il est possible que les listes soient imposées même pour cet événement, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs. Ça permettrait d'avoir le résultat 100% à la hauteur de ce qu'on imagine à la base quand on lance le projet. Les unités très spéciales, comme les canoptech, avec leur rôle et leur identité visuelle à part, peuvent gagner à être présentes sur une autre table que la table principale, typiquement une table souterraine, bien sûr. Bon. Ensuite, on va évoquer quelques ennemis de choix. Et vous allez voir que dès que je vais vous entraîner avec moi, là, vous prendre par la manche et vous tirer dans le trou du lapin après, en ouvrant le codex V3, c'est trop compliqué de choisir un seul ennemi et d'arrêter la liste là, sans évoquer toute la diversité des thèmes qui peuvent être joués dans un week-end de jeu narratif Nécron. Bien sûr, l'Adeptus Mechanicus peut survenir en premier, tout simplement parce que c'est un classique moderne. Eh oui, post-V8. Mais non, ça date pas de tout temps, cette affaire. Bien sûr, en arrière-plan de l'or comme ça, ouais, ça existait un petit peu. La fascination des technoprêtres aussi pour les Nécrons, mais quand même, la rivalité des deux factions autour du savoir, de la technologie et de la noctilite, qui permet un peu de contrôler, avec de gros guillemets, le warp, est très mise en avant suite à la Cicatrix Maledictum, la Noctis Aeterna, tout ça, bref, l'or post-V8. Par ailleurs, la personnalité des technoprêtres, qui peuvent percevoir les Nécrons aussi bien comme d'abominables Xénos que des êtres fascinants, détenteurs d'une technologie si précieuse,
ça peut être intéressant à exploiter. Il y a de possibles dissensions internes chez les adeptes du dieu-machine, d'ailleurs, qui peuvent offrir des possibilités de gameplay très intéressantes. Et c'est sûr que le fleuve de départ de la bataille est tout trouvé. Bon, clairement, il y en a un qui a touché un truc qu'il ne fallait pas. Viennent ensuite les Eldar. C'est après tout les plus anciens et les plus grands ennemis des Nécrons. C'était déjà leurs ennemis lorsque les Nécrons étaient des Nécrontyres. Donc c'est dire quand même cette affaire. Seuls les Eldar connaissent vraiment les Nécrons. Bon, c'est déjà une affirmation un petit peu exagérée, mais tout de même, eux les ont connus lors de la guerre céleste. Et puis les Eldar savent et se souviennent de ce que sont les Nécrons quand même. Ça ouvre plein d'autres thèmes possibles. L'attaque de Nécrons sur un monde vierge ou un vaisseau monde, par exemple. Ah, eh oui. Alors là, on change radicalement déjà. Mais vous voyez, c'est moins spontanément frappant que l'attaque de monde nécropole Nécron en souterrain, etc. Mais tout de même, il y a quelque chose, non, si on gratte un peu. L'enfer au paradis, un petit peu, avec des Nécrons qui sont en attaquant cette fois-ci, sur un monde vierge ou même un vaisseau monde. Je préfère l'idée du monde vierge pour les Nécrons. Je sais pas pourquoi. C'est une des espèces qui a le plus de moyens de téléportation, mais on a du mal à les imaginer pour autant aborder un vaisseau monde. C'est très curieux, parce que tous les moyens existent. C'est peut-être même une des espèces qui aurait le plus de moyens pour ça, mais on a du mal. Et ça, il faut pas forcer. La logique n'a rien à voir dans les thèmes de partie qu'on organise. C'est juste, ça doit être tripal, quoi. Ça vient des tripes. C'est pas autre chose. Il faut que les thèmes soient frappants tout de suite. L'opposition des deux armées, très opposées visuellement, promet d'être spectaculaire. Ça, on ne dira pas le contraire. Bon. Il y a également la garde impériale, qui pourrait constituer un ennemi, tu vois. Déjà, c'est une perspective humaine. Donc il y a une plus forte identification des joueurs, spontanément, avec des humains, des figurines d'humains. Bon. Dans tous les sens du terme. Dans le côté tragique, dans le côté... Enfin, à tous les niveaux. Les humains ont quand même une forte propension à merder, il faut le reconnaître, dans ce millénaire comme dans les suivants, a priori, donc c'est très utile, ça, à exploiter aussi comme point de départ de campagne, et ça peut donner des tas de rebondissements intéressants au cours de notre week-end de jeu. Ce sont quand même les victimes idéales, si on place les Nécrons en attaquant. Une attaque Nécron sur un monde humain, tout de suite, c'est poignant, quoi. Il se passe un truc, étant nous-mêmes des humains. Et ça ouvre tant de sous-thèmes possibles en fonction du régiment. Une guerre du désert, pourquoi pas, avec des figurines alternatives Talarn. Oui, j'ai mis une illustration de Talarn, pourquoi pas. Pas de lien particulier entre les deux, mais quand même, pour une guerre dans le désert, il peut se passer quelque chose. Et ça ne nous oblige en rien à aller chercher, le régiment Talarn lui-même. Ça peut être simplement un petit peu inspiration Talarn. Enfin bon, voilà, n'importe quel régiment de notre propre cru, avec des chèches, là, des trucs comme ça, il se passe quelque chose, quoi. Bataille dans le désert. On peut aussi aller chercher un côté Terminator, avec une résistance composée de gardes qui pourraient avoir, ou pas, un gabarit Katashan, typiquement. Ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter, ça, quand même. C'est vrai que l'ouverture de Terminator 2, c'est difficile à refuser aussi. Vous commencez à comprendre mon problème. Et c'est que le début, hein. C'est que le début. J'en ai encore plein, en fait, des dilemmes comme ça qui suivent. Mais, quand même, merde, putain. Le jugement dernier, les gars, c'est... Que des propositions difficiles à refuser. Oui, après, alors là, par contre, c'est le Vince le plus fantasque un petit peu qui s'exprime. Hein. Je suggère aussi un genre de campagne d'Égypte revisitée, avec des figurines, pourquoi pas de Vostroyens, ou de Kuntas, enfin de Proxy, ou plus napoléonienne carrément, avec des figurines pas chères de Wargames Atlantique. Un argument solide, hein. Il y a de très beaux régiments de gardes impériaux du futur napoléonien qui sont disponibles, en kit plastique, hein, chez Wargames Atlantique. C'est pas rien, ça fait des économies, ça promet des masses d'infanterie, des charges de cavalerie, quoi, contre des Nécrons. Je suis le seul ou il y a quand même un petit quelque chose? Bon, je dis pas que ça supplante le reste. Les autres propositions sont tellement bien également. Les ligues de Votann, ouais. Eh oui. Planet Wargame évoque les ligues de Votann. Bon, elles existeraient dans le Vince Première nouvelle. Bah oui, que voulez-vous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Ce sont des explorateurs dans l'âme, ils sont cupides, obstinés, obsédés par la technologie et peu scrupuleux du reste. Et puis, en fait, ce qu'on cherche vraiment, c'est nain plus bataille souterraine égale succès. Voilà. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus ? Pas sûr. Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Bon. Alors, parmi les thèmes possibles que je vais vous évoquer ici, il y a la bataille donc du coup dans une nécropole. La première idée, la plus cliché, celle qui vient spontanément à l'esprit de la quasi-totalité des joueurs quand j'évoque les nécrons d'expérience, dès qu'on en parle, c'est ils sont toujours enfouis sous terre, ils sont toujours endormis au départ, et ils s'éveillent au cours de la campagne ou la bataille. Toujours. D'ailleurs, pour avoir organisé les campagnes Venexian Sector à une époque où les gens jouaient avec leurs propres armées, créaient leur propre lore, etc., systématiquement, les Nécrons, en attaquant venant d'outre-monde, on n'a jamais vu ça dans une partie, finalement, pour lesquelles les joueurs faisaient des rapports de bataille dans le cadre de notre campagne. Ça n'est venu visiblement à l'idée de personne. Pourtant, les joueurs de BFG le savent bien, enfin, c'est pas les moyens de voyages spatiaux qui manquent aux Nécrons. Et ils sont même particulièrement... C'est presque leur domaine de prédilection, en vérité. C'est leur truc, quoi. Mais c'est comme ça. Encore une fois, on embrasse les clichés à fond. Sinon, c'est pas la peine. On n'est pas là pour jouer les petits bras. Mais on a ensuite l'attaque sur un monde exodite contre les Eldar, qui viendraient défendre leurs cousins exodites, pourquoi pas. Un petit peu l'enfer au paradis, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être quelque chose quand même. C'est la mort qui marche sur un monde comme ça, à la jungle luxuriante, des îles flottantes façon un petit peu Avatar, pourquoi pas. Jouer l'ascension d'un vrai Cthulhu, c'est-à-dire un dieu stellaire, quoi, plein et entier, pas une écharde emprisonnée. D'accord ? Il y en a dans la galaxie, plein de non découverts encore, de dormants, de... Bon, on a toutes les latitudes pour faire intervenir vraiment dans le cadre de cette campagne comme en jeu l'éveil ou l'ascension d'un véritable dieu stellaire Cthulhu. Bon, alors, le reste, je m'en veux de commencer à l'exposer de but en blanc comme ça, sans vous montrer les illustrations qui vont avec, mais un monde humain asservi et voué à l'un de ces dieux Cthulhu. Si ça vous paraît fantasque aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai que la présentation en général des Nécrons a bien changé. On va revenir un petit peu dans le passé pour illustrer tout ça avec un bouquin que j'ai sous le coude. Et enfin, le thème sous-jacent des parias qui peut être exploité, qui était vraiment un enjeu central en fait, lors de la réédition des Nécrons en 3e édition. Alors, c'est parti, on plonge. Alors, je me dois de faire une déclaration d'intérêt en ouvrant ce saint ouvrage. Je suis un énorme taré des Nécrons de cette période précise, ni avant, ni après. Ce qui va forcément biaiser mon jugement dès lors qu'on aborde l'idée de faire une campagne Nécron sur 2 jours avec 40 000 points d'armée dans chaque camp. C'est automatique. Je préfère vous l'avouer, comme ça au moins c'est clair. Si vous cherchez mon intérêt pour les Nécrons, il est là-dedans. Et il s'arrête un petit peu avec ces pages, quoi. Donc, en termes de biais, c'est quand même pas mal, quoi. Allez, les Nécrons. Les Nécrons ou l'art du mystère qui a disparu chez Games malheureusement. Objectivement, on le voit en tournant ces pages, c'est guère plus qu'un fascicule finalement le codex de cette période-là. Mais finalement, c'est l'art de ne pas décrire aussi, l'art de ne pas montrer peut-être qui fait le sel d'une faction. Effeuillage burlesque, affriolant versus plan anatomique. Qu'est-ce qui met plus nos sens en éveil en vérité ? Je crois qu'on a la réponse. C'est pareil pour Warhammer 40 000 finalement. Enfin. Les Nécrons. Une race d'un âge qui dépasse l'entendement s'éveille d'un sommeil long de 60 millions d'années. Oh putain, le temps des dinosaures. Et viennent à nouveau tourmenter les vivants. Des milliers de guerriers sans âme s'extirpent de leur tombe de stase pour harceler les misérables créatures qui pullulent dans la galaxie. Leur technologie sidérante ne souffrait déjà aucune rivale, bien avant que n'apparaissent les Eldar, la plus ancienne des races actuelles selon la vie générale.
et les dieux des Nécrons se nourrissaient des étoiles alors que les planètes n'étaient que de vagues amas gazeux. Ce n'est pourtant que tout récemment que l'Imperium a pris conscience de leur existence. Autrefois, peuple fier dont le domaine défiait la limite des étoiles, les Nécrons n'existent plus aujourd'hui que pour servir, liés à la volonté maléfique de leurs maîtres omniscients. Ces divinités qui leur accordèrent l'immortalité il y a des éons de cela. Bon. Description du Seigneur Nécron de cette période-là. Tout de suite. Il y a urgence. C'est peut-être l'un des aspects de ce codex qui capture le plus l'essence des Nécrons de cette période. Et l'illustration ne gâche rien. Les plus dévoués de tous les serviteurs d'Ectan, les seigneurs Nécrons, vêtus de lambeaux de tissu et maniant des bâtons aussi anciens qu'eux, agissent comme un point de focalisation pour les combattants. Leur faculté à diriger les attaques dans un silence total est d'ailleurs aussi effrayante que leur simple présence. La patine de l'âge a terni la perfection argentée de leurs aspects, et autour d'eux flotte une puissance accumulée durant des millénaires. Des arcs électriques accompagnent la moindre de leurs gestes, tandis que leurs orbites vides brûlent d'un éclat inhumain. Qu'est-ce qu'il pense finalement, le Seigneur Nécron? Est-ce qu'il pense? On ne sait pas. Le silence. Le silence, en fait. Le silence éternel. Est-ce qu'il est doué d'une forme de conscience? Est-ce que ce n'est qu'une marionnette? Est-ce que c'est une âme damnée asservie à son Dieu? Est-ce que c'est tout à la fois? On n'était pas forcément amené à le savoir, à le connaître par la suite, si l'on partait juste de cette base-là. Et ça, c'est terrible. C'est un vrai dilemme, parce que a-t-on vraiment besoin d'en savoir plus, finalement? Avait-on besoin d'en savoir plus? Et maintenant, en tout cas, on le sait, et on peut difficilement revenir en arrière sur ces questions-là. Alors c'est toujours... Bon, ça nous amène loin du sujet du jour, parce que ça vaut pour toute publication Games Workshop, mais c'est toujours un tiraillement entre... D'un côté, tout repose sur le mystère et précisément le fait qu'on ne sache pas. D'un côté, les Nécrons ne m'apparaissent jamais aussi fascinants que quand on ne sait quasiment rien à leur sujet. Ils apparaissent sur des mondes humains, mènent un raid d'éclairs et disparaissent comme ils sont apparus. Moi, en semblant mener une sorte de récolte d'âmes au passage, mais enfin, pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qui se passe là, à travers cette boîte crânienne métallique? On ne le sait pas. Et en fait, quand on lit ces pages, surtout quand on est très jeune, on a envie d'en savoir. On a une curiosité dévorante. On voudrait connaître les mystères derrière. Mais bon, du coup, Games Workshop ne fait que nous fournir ce qu'on demande. Hein. On l'a, maintenant. Et finalement, combien le mystère valait mieux que la réalité à leur sujet. Il y a un vrai basculement en plus de paradigme, parce que on est passé de la faction avec le moins de personnalité, on va dire, individuelle au sein de ses rangs, à celle qui en a quasiment le plus. Étant donné que, désormais, chaque Faeron, chaque Seigneur Nécron est une personnalité fantasque, très... Bon, bah voilà, quoi, c'est le grandiose égyptien antique. Que ma volonté soit faite. Et puis ils sont dans leur délire, leur folie, leur démesure. Donc, en fait, ils sont... Pour le coup, il manque de beaucoup de choses, sauf de personnalité. Ils en ont une débordante, chacun à leur manière. Est-ce qu'on avait besoin de savoir qu'il y avait tant et tant de dynasties qui s'affrontaient, des luttes internes, des choses comme ça? Est-ce qu'on a besoin de connaître toutes les petites lubies de Seigneur Nécron? Bon, c'est un goût personnel que je vous expose là, et j'entends complètement qu'on puisse en avoir un autre. Pour moi, en fait, je ne compare pas les deux versions de Nécron successives. Je me contente de comparer plutôt le mystère en tant qu'essence d'une faction, ou la connaissance approfondie de celle-ci comme condition nécessaire pour l'apprécier et s'y plonger pleinement. Peut-être que c'est très individuel et qu'il n'y a pas de réponse définitive à ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et c'est vrai la plupart des gens que je fréquente, et ça fait même écho à une discussion récente avec un ami, des robots qui ressemblent à la mort incarnée, dont on sait qu'ils sont antédiluviens, et qui menacent d'exterminer toutes les autres espèces de la galaxie, a-t-on vraiment besoin d'en savoir plus, finalement?
Non. Il y a le visuel, mi-Terminator, mi-égyptien, un peu entre les deux. C'est tout ce dont on avait besoin comme information. Peut-être, dis-je, bien sûr. Alors, tiens, un autre sous-thème, qui lui suggère bien sûr une possibilité aller explorer pendant notre week-end de jeu narratif. Et ce sous-thème, lui, est passé en arrière-plan. Alors, les parias. Regardez-moi ça. Fruit d'une effrayante symbiose entre technologie Nécron et évolution humaine, les parias représentent l'ultime phase de l'idéal des Cthans pour cette galaxie. Ces êtres artificiels d'une froide excellence irradient une sensation de menace tangible, masquant de leur présence les émanations psychiques et laissant brutalement prendre conscience à leurs ennemis de leur mortalité. Les parias incarnent toute l'horreur des Nécrons. Est-ce qu'on avait plus d'informations à leur sujet? Pas vraiment. Ok, mi-humain, mi-Nécron, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moitié fait de chair, encore des organes internes et tout, et pourtant une enveloppe comme ça, métallique, comme les autres Nécrons. Un peu plus de bribes d'informations ici. Le grand prophète Eldar Aletok qui entrevoit parmi tous les fils du destin entremêlés le fait que s'ils parviennent enfin, au terme de leur longue traque, à détruire un monde temple Culexus, qui engendre ce genre d'assassin Culexus, eh bien, il y a l'un des futurs possibles dans lequel leur vaisseau monde est annihilé pour ça. Comment? Pourquoi? La menace antique qui ressurgit, les Nécrons. Ah! Et comment ça se fait? Et rien n'est dit explicitement. Rien n'est dit explicitement. Mais vraiment. Et c'est qu'en allant chercher une ou deux autres sources de la même époque que ça peut commencer à se dessiner un peu plus clairement. En fait, les Cthans, par leur véritable nature profonde, ne peuvent pas appréhender le warp et les pouvoirs qui en découlent. Et ils y sont vulnérables. Ça, c'est le domaine des anciens. C'est pas leur truc. Donc, warp égale anti-Nécron absolu. Du coup, par reflet, Nécron égale anti-warp absolu. Et tous les dispositifs qui sont au centre du fleuve récent aussi, pour le coup, Noctilite, tout ça, qu'ils ont pu disposer dans la galaxie pour bien séparer le warp de l'espace réel, éviter qu'il y ait au maximum la moindre brèche, en fait, sont l'héritage de ça, mais plus encore, le gène du paria qu'on trouve chez les humains et qui leur donne une forme d'âme négative, une âme de pure noirceur qui empêche toute manifestation du warp à proximité d'eux, pourrait avoir été implanté, peut-être, par les Nécrons. Longtemps avant que les humains n'aient l'idée de s'en servir à leur propre fin. Et ça pourrait être une espèce d'arme biologique créée il y a longtemps par les Nécrons. Et alors, ça ouvre plein de perspectives derrière, notamment celle-ci, qui est celle que l'heure de la récolte est venue. Et qu'entre autres choses, au terme de leur sommeil de 60 millions d'années, visant à laisser la galaxie se régénérer toutes les espèces qu'elle contient pour à nouveau venir faire la récolte d'âmes, à un stade où elle était au bord toutes les espèces étaient au bord de l'extinction complète, et bien, plus encore que les âmes générales des mortels, c'est particulièrement celles des parias humains qui vont les intéresser. Et là, ce sont des parias. Les figurines étaient abominables, mais alors les illustrations, bon sang, ça, un paria. Et là, des humains asservis, rentrent dans une pyramide. Pourquoi? On ne sait pas. Tellement de suggestions glorieuses derrière. Regardez-moi ça. Image divine. L'impérium est un vaste ensemble disparate. Le seul facteur qui les unit est souvent le credo impérial. Mais celui-ci finit par s'estomper sur certains mondes où les peuples sont vulnérables à la déliviance. Excusez-moi. Les Cthans n'aiment rien tant que d'être vénérés. Ça, c'est un héritage de leur incarnation dans le nécroderme que leur ont offert les nécrontières. En accédant à la dimension matérielle, ils ont découvert qu'ils aimaient deux choses. Aspirer l'âme de mortels et être vénérés par eux en conséquence. C'est les deux choses qu'ils adorent ça. Leur appétit qu'ils avaient autrefois pour les étoiles, c'est
muets en un appétit pour le vivant, le biologique, en accédant comment dirais-je, au plan matériel, quoi. Les Cthans n'aiment donc rien tant que d'être vénérés, et leur puissance incommensurable est un argument de poids pour convaincre les cultures primitives. On y vient, la domination Cthane sur un monde pourrait être contrée par des agents impériaux ou même des Space Marines s'y entraînant ou y recrutant de temps à autre. Naturellement, les autochtones, humains, seront plus enclins à défendre leur divinité. Et un peu les portes que ça ouvre, c'est fou. On pense souvent, ça, oui, culte Gene Stealer, machin, culte Lucaro, d'accord, bon. Et le culte Cthane, le culte Nécrontyr, il est où? La civilisation humaine basée sur l'adoration des Cthane et de leur intermédiaire, les Nécrons. Bordel. Bah enfin. Bon, j'avais prévenu qu'on divaguerait à travers cet épisode. La récolte rouge. Là, on nous suggère aussi une vision plus horrifique des Nécrons. On a la récolte des âmes aussi, et des parias eux-mêmes. Hein. Ça, c'est pas mal, non? Le côté pharaon, ça vient toquer à la porte et récolter les enfants marqués. Bordel. Ah. Enfin. Donc, je récapitule pour cet épisode plus confus que jamais. Bataille dans une nécropole, le plus évident. Peut-être sans doute trop pour être refusé. Monde Nécron. C'est vrai que moi et l'espagnol, je sais qu'on s'éclaterait niveau décor. Tout ce qui est souterrain, ou même en surface, à représenter est beaucoup trop glorieux. On peut imaginer un genre de temple d'Abu Simbel version Nécron. Peut-être même des représentations antérieures au biotransfert, donc des représentations gigantesques, de statues complètement titanesques dans une crypte, en pierre d'obsidienne ou trucs comme ça, qui représenteraient bien davantage, peut-être, les monarques Nécrontyr, quand ils étaient encore de chair et d'os, avec quand même la tête de mort ou ce genre de choses, parce que même de leur vivant, étant donné que ils étaient, il y a une constitution fragile, avaient tendance à crever bien avant 30 ans, ils avaient déjà un culte des morts avant même d'être biotransférés dans les corps de métal que leur ont fait les Cthane. Mais quand même, enfin, la démesure que ça peut être, tous ces trucs, ces temples, ces cryptes, ces nécropoles souterraines, ça peut être complètement fou. Allez, on avance. L'attaque sur un monde exodite contre les Eldar, voire vaisseau monde, mais enfin. Ce truc de... voilà, l'enfer au paradis marche quand même vachement bien. Jouer l'ascension d'un vrai Cthane, un dieu stellaire, une nouvelle menace, pas une simple écharde emprisonnée. On peut même aller chercher un côté un peu qui fasse écho à certains trucs de l'Égypte antique. Alors là, c'est peut-être trop chiadé, parce que, encore une fois, là, je réfléchis avec la tête, pas avec les tripes. C'est toujours, à mon avis, une erreur pour les thèmes de campagne. Mais quand même, je soumets ça à votre jugement. On peut même imaginer un côté un petit peu façon à Akhenaton, là, le pharaon qui a voulu établir un culte unique d'un seul dieu, pour le coup. Monothéisme en Égypte. Quoi. Le côté Aton, le dieu soleil, le dieu absolu, le Cthane absolu, le vrai Cthane, face à toutes les échardes de Cthane minables qui sont répandues dans la galaxie, qui se sont fait dominer par leurs anciens sujets. Enfin, franchement, vous êtes un dieu stellaire. Vous avez échappé aux dernières manigances, on va dire, d'une manière ou d'une autre, où vous étiez trop puissant tout simplement pour vous laisser dominer par elle, les dernières manigances du roi silencieux. Il y a ça des éons et des éons. Vous rassemblez vos forces, retrouvez vos pouvoirs. Qu'est-ce que 60 millions d'années à l'échelle de la vie d'un dieu? Pas grand-chose, un battement de cils sans doute, j'imagine. Et par conséquent, vous constatez que tous vos semblables finissent en mode Pokémon, enfermés dans des Pokéballs Tesseract. Minable. Vous êtes le seul vrai Cthane qui reste finalement. En tout cas, vous avez la prétention de l'être. Ça peut être quand même quelque chose. Et soumettre peut-être aussi bien des dynasties Nécron qui, elles, n'ont que des demi-fragments de dieux mollassons, là, face à un dieu plein et entier, peut-être qu'ils pourraient changer d'allégeance, et des humains aussi, dans le sillage de vos armées Nécron,
pourquoi pas. Requérir des sacrifices humains dans des pyramides, des trucs. Le potentiel est complètement dingue. Un monde humain asservi et voué à un Cthulhu, du coup, voilà. Ou même, enfin, volontaire. Peut-être un Cthulhu, chacun a son domaine de prédilection. Vous avez certains. Alors il y a le Deceiver qui est dans la tromperie, etc. Le dragon du vide, la technologie, bien sûr. Bon. Un Cthulhu de la soumission. Le nom est soumission. C'est comme ça. Il demande qu'une chose, c'est qu'on se prosterne. C'est tout. Mais après, pourquoi pas, tu rejoins... C'est un autre civilisation starter pack, on change de skin de civilisation, mais c'est pas forcément si mal. Petit sacrifice d'enfants... Enfin, on fait des expériences avec les parias de temps en temps qui naissent des humains, petit sacrifice pour alimenter des machines, bon, des trucs comme ça, mais c'est pas pire. Donc tu peux même avoir un souverain humain qui est en mode, oui, bah... C'est mon choix de civilisation. Je suis très content de servir ce dieu-là. Moi, ça me va. Hein. Pourquoi pas? Enfin bon, là, le potentiel est complètement dingue. Et bien sûr, la récolte à l'échelle d'un système des humains qui porterait cette marque du paria en quelque sorte, et tout ce que ça peut suggérer comme objectif, même sur les tables et tout, il pourrait vraiment se passer quelque chose de très sympa. Une table plutôt urbaine, on attaque un monde humain, attaque éclair des Nécrons, et il tape à la porte de chaque truc. Il cherche à chaque fois le gosse. Bon. Côté humain, côté force de défense planétaire, côté Astra Militarum, il s'agirait de se défendre contre ça. Sachant que, bon, les Nécrons auraient une fâcheuse tendance à vider tout un bloc de ses habitants en un quart de seconde s'il n'y a pas l'objectif qu'ils y recherchent et qui serait à trouver sur la table. Ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être sympa. Enfin. Et tout le jeu autour du stade final d'évolution, la créature qu'on appellerait paria et qui serait mi-organique, mi-mécanique. Cette arme ultime des Nécrons, et qui inclut les humains dans leur plan, où ils viennent récolter ce qu'ils ont semé il y a de ça des temps immémoriaux. Glorieux aussi. Bon, allez, j'espère que vous me pardonnerez un petit peu les élucubrations d'un vieux fou qui est bloqué dans la V3 que pour une seule faction. Parce que sinon, j'aime la modernité, je suis un homme de mon temps à part ça. J'avais une immense armée de Nécrons comme ça. Avec tout, hein, monolithe, guerrier Nécron. Je l'ai revendu. Je suis le dernier des cons. Je ne serai plus jamais heureux. J'aurais pas dû le faire. Mais c'est comme ça. Erreur de jeunesse. Bon. Bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Ciao.